Ok, parlons de rendu. Quand tu ouvres un nouveau fichier, tu es par défaut sur Eevee. Que ce soit sur Eevee ou Cycles, l'export est le même. Ce qui diffère entre les deux, c'est juste que tu dois adapter tes rendus sur Eevee pour obtenir un résultat plus intéressant et plus proche de Cycles. Dans les propriétés de rendu, sous Cycles, on a plusieurs informations. Je ne vais pas te les expliquer une par une parce que ça prendrait trop de temps et c'est pas utile pour cette vidéo. Par contre, ce qu'il est indispensable de comprendre est le sampling. Dans cette rubrique, on va pouvoir contrôler le nombre d'échantillons. Plus tu vas avoir d'échantillons, et plus tu vas avoir un temps de rendu long, mais aussi plus tu vas avoir une qualité intéressante. On peut modifier le nombre de samples pour le viewport et pour le rendu. Avec les paramètres par défaut pour notre render, on a beaucoup de samples. Si je rentre une valeur basse et que je lance mon rendu, je vais avoir un rendu avec plein de bruit. Si j'augmente le nombre de samples et que je lance à nouveau le rendu, je vais avoir moins de bruit, donc une image sensiblement plus nette. Je vois bien la différence entre mon image avec 100 samples et mon image avec 10 samples. Donc plus je vais augmenter le nombre de samples, et mieux sera la qualité de mon image. Cependant, il y a une fonctionnalité sur Blender qui permet de réduire cette nécessité de samples, en ajoutant un effet de denoise. C'est ce que je t'ai fait activer au niveau du viewport pour notre croissant. Cette option est par défaut activée. Maintenant, si je lance à nouveau les rendus pour 100 samples et 10 samples, on va avoir un résultat quasi identique. La différence entre les deux, elle est à peine perceptible. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le nombre de samples a un réel impact sur la qualité de rendu. Cependant, avec l'option de denoise, il est parfois pas nécessaire d'augmenter de trop le nombre de samples. Maintenant, parlons un peu de rendu. Pour faire un rendu d'image, il me suffit d'aller dans Render, Render Image. Ou alors de cliquer sur F12. Et alors, j'ai une nouvelle fenêtre qui se crée avec mon image. En haut, je retrouve le nombre de samples en temps réel qui sont calculés. Une fois que le rendu est terminé, j'ai le temps qu'il m'a fallu pour faire mon rendu d'image. Ici, tu as des slots te permettant de faire plusieurs rendus sur différents slots. Par défaut, mon rendu se fait sur le slot 1. Si je clique sur un autre slot, je n'ai plus mon image. Si je reviens sur mon slot 1, je retrouve mon image. Donc, imaginons que je me positionne sur un autre slot, que je ferme ma fenêtre de rendu, et que je lance à nouveau un rendu. Je vais avoir ma nouvelle image sur le slot que j'aurai sélectionné. Et si je reviens sur le slot 1, j'aurai la première image que j'ai rendue. C'est donc un très bon moyen de comparer des images. Par exemple, si tu veux comparer le nombre de samples ou alors l'emplacement d'une caméra, tu peux le faire de cette manière. Ok, maintenant imaginons que je lance mon rendu d'image et que je veuille la sauvegarder. Donc pour ça c'est très simple, il me suffit d'attendre que le rendu soit terminé, de cliquer sur Image et de faire Save ou Save As. Et ensuite, il me suffit de la placer où je le souhaite sur mon ordinateur. Par défaut, on exporte l'image en PNG, mais tu peux très bien venir modifier le format en cliquant ici. Il reste plus qu'à cliquer sur Save as Image. Ici, tu as des propriétés de sortie. Dedans, on retrouve la résolution de notre image, qui est par défaut au format HD en 1920 par 1080 pixels. Cette résolution, tu peux la modifier à ta guise en rentrant la valeur que tu souhaites. D'ailleurs, en faisant ça, tu modifies les dimensions de ta caméra en temps réel, ce qui te permet de savoir quelle forme aura ton rendu. Ici, on a la possibilité de choisir le dossier où l'on exporte notre image, et il est très important de le faire lorsque tu fais un rendu d'animation. D'ailleurs, parlons-en justement. Comment est-ce qu'on fait un rendu d'animation? Au niveau du format, j'ai la possibilité de choisir un format au rendu image, ou alors un format au rendu vidéo. Imaginons j'ai choisi le format FFmpeg vidéo. Ensuite, je vais dans la fenêtre Render et je choisis Render Animation. J'ai donc mon rendu qui se lance et je vois le numéro des frames une par une. Une fois que le rendu est terminé, je n'ai pas besoin de sauvegarder. Je peux fermer la fenêtre, me rendre dans le dossier que j'avais défini et cliquer sur la vidéo. Sauf que perso, pour moi, ça ne fonctionne pas. Apparemment, je n'ai pas d'application native sur mon Mac pour ouvrir le fichier. Par contre, au niveau des paramètres de sortie, il y a une rubrique Encoding qui me permet de choisir l'encodeur. Si j'ouvre la rubrique et qu'au niveau du container, je choisis QuickTime et que je relance mon rendu d'animation, dans ce cas-là, alors, ça fonctionne. Donc, si tu utilises cette technique, vérifie bien l'encodeur et fais en sorte d'en avoir un que ton ordinateur peut lire. D'ailleurs, dans cette rubrique, tu as d'autres paramètres que tu peux modifier pour ajuster ta sortie vidéo. Dans le cas de cette animation, le rendu d'animation de cette manière fonctionne très bien,
car j'ai un temps de rendu qui est très faible, vu que j'ai quasiment rien dans ma scène. Maintenant, imaginons que j'ai une grosse scène, que j'ai un rendu qui prenne plus de 3 heures. Tu peux pas risquer de faire le rendu de cette façon, parce que déjà ça prend beaucoup de temps, et t'as pas toujours la possibilité de laisser ton ordinateur tourner pendant 3 heures. Et en plus, si tu as une erreur dans le rendu, ou que tu t'es trompé sur quelque chose, il faut tout refaire. Donc pour résoudre ce problème, il existe une autre méthode pour faire un rendu d'animation. Étant donné qu'une animation est une succession d'images qui sont combinées dans un format vidéo, on ne va pas exporter au format vidéo, mais on va exporter image par image notre scène. Dans ce cas, je crée un dossier PNG que je choisis dans mes paramètres de sortie, et au lieu de choisir un format vidéo, je choisis le format PNG. Ensuite, je lance le rendu d'animation, et alors Blender me fait un export de chaque image, une par une. Donc, dans mon dossier PNG, je vais avoir toutes mes images PNG. Le gros avantage de cette technique, c'est que si, imaginons, j'ai fait mon export d'animation que jusqu'à la frame 29, il me suffit de me rendre sur mon fichier Blender, de rentrer la frame 30 comme étant la frame de départ, et de relancer le render animation. Et donc Blender exporte les images qui se situent entre la frame 30 et la frame 40. C'est un excellent moyen de créer une animation en plusieurs fois. Bon, maintenant qu'on a nos images PNG, il faut quand même qu'on les combine en vidéo. Dans ce cas, on crée un nouveau fichier en cliquant sur CTRL-N et au lieu de choisir General, on choisit Video Editing. Au niveau de Add, on choisit Image Sequence. On vient chercher son dossier, on appuie sur A pour tout sélectionner et on appuie sur Entrée. Ensuite, dans les propriétés de sortie, je viens mettre le nombre de frames qui correspond à mon animation. Je viens sélectionner le dossier dans lequel je veux enregistrer ma vidéo. Le format est automatiquement positionné sur FFmpeg vidéo. Je vérifie l'encoding. Il est par défaut sur MPEG4, qui correspond au format MP4. Donc c'est un format que je peux personnellement lire, donc c'est bon. Ensuite, il me suffit de faire render animation. Et ma vidéo est créée. Donc voilà comment on exporte une animation sur Blender. Ok, maintenant il y a autre chose dont il faut que je te parle. Sur Blender, on a la possibilité de faire du compositing. Le compositing, c'est quoi? C'est un traitement post-production. En gros, c'est un peu comme si tu exportais ton image et que cette image, tu l'insérais sur Photoshop et que tu venais modifier des paramètres dessus, comme par exemple la couleur de ton image. Et ben ça, on peut le faire directement sur Blender. Tu as un espace dédié au compositing. Si tu cliques dessus, normalement, tu ne vois rien. C'est normal parce que par défaut, il est désactivé. En gros, cette fenêtre, c'est juste la fenêtre Compositor. Ici, tu as une option Use Nodes qui te permet d'activer justement le compositing. Si je clique dessus, j'ai 2 nodes. Celui de gauche correspond à mon image lorsqu'elle est exportée, et celui de droite correspond à mon rendu après composition. Et donc, entre ces deux nodes, on peut insérer plusieurs effets plutôt cool. Par exemple, on peut ajouter un node qu'on connaît déjà, le node Hue Saturation. Pour ajouter un node, c'est toujours pareil, il suffit de faire Shift A. Là, si je regarde ma Suzanne, en mode de rendu, elle est rouge. Pourtant, si je lance le rendu, elle va apparaître comme verte. Parce que, après le rendu, on a appliqué le node Hue Saturation. Bon, par contre, c'est un peu embêtant, on ne voit pas notre rendu. Et si on doit faire à chaque fois un rendu d'image, ça peut très vite être contraignant. Pour remédier à ça, il existe plusieurs méthodes. Je vais te montrer celles que je considère comme étant les plus faciles à utiliser. Ta fenêtre du bas, tu peux venir la remplacer par un image editor. D'ailleurs, tu pourrais le faire avec ton outliner ou tes propriétés si tu préfères. Ensuite, dans cette fenêtre, tu peux venir charger ton render result. Alors là, j'ai l'image parce que j'ai déjà fait un rendu. Mais il se peut que tu n'aies pas l'image. Il te suffira alors de faire un rendu pour l'afficher. Donc cette image, si je modifie les informations sur mon node, elle se modifie en temps réel. Autrement, il y a une autre technique qui consiste à se mettre sur le 3D Viewport en mode de vue caméra et en mode de vue rendu. Et ici, tu as un paramètre compositor qui est désactivé par défaut. Tu as la possibilité de soit l'activer pour la caméra, donc quand on est en vue caméra, tu vois les modifications en temps réel, mais dès lors que tu sors de cette vue, tu ne les vois plus. Ou alors de l'activer en permanence. Et alors là, qu'importe ta vue, tu verras toujours tes modifications. Il existe une autre méthode pour afficher tes effets de composition, mais honnêtement, je trouve que ces deux techniques sont plus faciles et rapides à mettre en place. Donc je vois pas l'intérêt d'en parler. Ok, donc maintenant qu'on sait comment visualiser nos effets dans le compositor, parlons rapidement des effets qu'on peut créer via le compositor.
Donc là, on utilise un node de saturation teinte qu'on a déjà vu. L'avantage de l'utiliser en compositing, c'est qu'on peut modifier la teinte et la saturation générale de notre scène. Bon, là, c'est pas forcément très intéressant vu que notre plane n'a pas de couleur, mais autrement, ça peut l'être. Du coup, dans ce mode, on peut y ajouter plusieurs nodes rangés par catégorie en fonction de leurs effets. Par exemple, on peut ajouter des nodes qui ajustent les couleurs de notre scène, comme on l'a fait avec le Hue Saturation, mais je peux utiliser un autre node comme le Color Balance. Ce node permet de gérer la balance des ombres, avec le paramètre tout à gauche. Celui du milieu sert à modifier les tons moyens, et celui de droite les tons clairs. Ou alors, on peut créer un effet de flou en ajoutant un node Blur. Et là, on peut gérer le flou sur les axes X et Y, ce qui peut créer un effet très esthétique. Bref, tu l'auras compris, il y a pas mal de possibilités via le compositor. C'est un outil qui est très utile si tu veux travailler ton rendu. D'ailleurs, on va voir après comment créer un rendu plus intéressant pour notre croissant. Ok, une dernière chose que j'aimerais qu'on voit ensemble avant de faire le rendu final de notre croissant, c'est le depth of field, c'est-à-dire la profondeur de champ. En d'autres termes, c'est lorsque tu fais la mise au point sur un objet. C'est un paramètre qu'on règle au niveau de notre caméra qui nous permet d'ajouter du flou aux éléments sur lesquels ta caméra ne fait pas de focus. Par exemple, sur cette scène, j'ai 3 Suzanne. On est d'accord que si je fais un rendu d'image, je n'ai aucun effet de flou. Mes 3 éléments apparaissent nets. Et en vrai, c'est pas très réaliste. En règle générale, ta caméra, elle fait un focus sur un élément, ce qui a pour conséquence de flouter avec plus ou moins de puissance le reste de ta scène, et donc de créer de la profondeur. Donc dans les paramètres de ma caméra, j'ai une option Depth of Field. Si je l'active, a priori, il ne se passe rien, alors qu'en vérité, si. On a un paramètre de distance qui est réglé sur 10 mètres. Donc en gros, ça signifie que tous les objets qui sont à une distance supérieure de 10 mètres de ma caméra seront flous. Bon bah là, en l'occurrence, dans ma scène, j'en ai aucun. Par contre, si je diminue la valeur, mes objets sont flous. Si je mets une valeur de 3, je remarque que ma Suzanne qui est au premier plan est nette alors que celles qui sont en arrière-plan sont floutées. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux définir un objet comme étant le point de focus. Je peux soit le sélectionner en cliquant ici et en choisissant mon objet, soit en utilisant la pipette et en sélectionnant l'objet sur lequel je souhaite faire la mise au point. Ensuite ici j'ai un paramètre qui me permet de gérer la profondeur de mon effet. Par exemple si je diminue la valeur, je vais avoir beaucoup de flou autour. A l'inverse, si j'augmente la valeur, je vais avoir quelque chose de très net. Après ça va dépendre de ta scène et des dimensions de tes objets. Dans ce cas-là, ça fonctionne comme ça, mais tu vas voir qu'avec notre croissant qui a des petites valeurs, on va justement devoir monter un peu la valeur de f-stop pour obtenir quelque chose d'intéressant. Ok, maintenant que tu as toutes ces informations, on va pouvoir faire le rendu final de notre croissant. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est activer le Depth of Field pour ma caméra, en choisissant le focus sur mon croissant. Alors tu vois déjà, a priori la valeur de f-stop est trop basse, donc il faut que je l'augmente. Ok, là avec une valeur de 12, ça me paraît pas mal. Ce que tu peux faire pour savoir quelle valeur mettre, au niveau des paramètres de render sampling, tu rentres la valeur de 10 et tu lances un rendu. Puis tu te mets sur un autre slot et tu lances un nouveau rendu avec une valeur différente. Perso, cette valeur me convient bien, mais c'est possible qu'elle ne fonctionne pas pour toi. Donc à toi de tester pour voir ce qui convient le mieux. Ok, une fois qu'on a ça, on va se rendre sur le compositing et on va travailler notre composition. Donc j'active le compositor en cliquant sur Use Node. Ensuite, dans la fenêtre du bas, je charge le 3D Viewport, je clique sur l'icône de caméra, je reste appuyé sur Z pour me mettre en mode de rendu, et j'active l'option Always pour le compositor. Parfait. Le premier node que je vais utiliser est un node que je t'ai montré, le Color Balance. Il va me permettre d'ajuster les couleurs. Pour l'ajustement des couleurs, ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, je vais mettre des teintes un peu jaune-vert. Vu que j'ai pas mal de rouge, je vais pas les accentuer, mais au contraire, accentuer des couleurs un peu plus jaune-vert. Si tu veux recopier mes couleurs, tu peux. Après, le mieux, ça reste quand même d'adapter en fonction de ce que tu as et de ce que tu veux pour ton rendu. Ensuite, je vais ajouter un effet que j'aime beaucoup. Alors lui, il se trouve dans les filtres, c'est le glare. Il permet de créer un effet d'éblouissement qui donne un effet très stylisé.
Un mode que j'aime bien, c'est le mode Simple Star. Par défaut, tu as une valeur de threshold à 1, du coup tu visualises pas l'effet. Mais si tu diminues ce paramètre, tu vois ton effet. Alors moi je veux quelque chose d'assez subtil, donc je vais pas mettre une valeur trop basse. Voilà, comme ça c'est parfait. Et le dernier effet que je vais utiliser est un filtre aussi. Et alors pour le coup, ça n'a pas pour vocation de créer quelque chose de réaliste, mais c'est pour créer un effet peinture, que je trouve qui marche très bien sur cette scène. Si j'augmente la valeur, je vois bien l'effet. Bon, comme il faut que ça reste assez subtil pour pas dénaturer le rendu, je vais personnellement mettre une valeur assez basse. Et voilà, là j'ai un rendu qui me plaît beaucoup. Par contre, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai une scène un peu sombre. Je pourrais augmenter la puissance de ma lampe Area. Le truc, c'est que comme elle est teintée, ça va teinter ma scène. Du coup, je vais utiliser un autre moyen pour éclairer ma scène, une méthode plus adaptée dans ce cas-là. Au niveau de tes propriétés de rendu, tout en bas, tu as une rubrique Color Management. Dedans, tu as deux paramètres, exposure et gamma. Si tu augmentes ces valeurs, tu vas obtenir plus d'éclairage sur l'ensemble de ta scène. Perso, je vais juste augmenter l'exposure, à peu près comme ceci. Parfait. Et la toute dernière chose que je vais faire, c'est de créer plus de contraste en choisissant dans Look, Medium, High Contrast. Pour ce qui est du reste des paramètres, je te conseille de les laisser par défaut. Ok, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on peut commencer à faire notre rendu d'animation. Donc, au niveau des propriétés de sortie, je mets le dossier dans lequel je veux exporter mes images. Je m'assure que je suis bien au format PNG et je garde le reste des paramètres par défaut. Au niveau des propriétés de rendu, déjà je m'assure que l'option Denoise est bien activée. Ensuite, pour définir le nombre de samples à utiliser, le mieux est de faire plusieurs tests. C'est pas utile de mettre une valeur très élevée comme par exemple 4096. Certes, techniquement, tu as une meilleure qualité, mais tu vas pas voir la différence. Cette valeur va vraiment dépendre de la scène que tu as et du type de rendu que tu veux faire. Ici, comme j'ai mis un effet de peinture, je ne recherche pas à avoir un rendu très précis, donc je vais rester sur une valeur basse. Par exemple 32. Alors, pourquoi 32 et pas 40 ou 30? Parce que c'est un standard. On part de 2 et on double le nombre d'échantillons et ainsi de suite. Du coup, je suis habitué à suivre cette règle. Concrètement, je ne sais pas ce que ça change de faire un rendu avec 100 samples ou 128 samples, hormis le fait qu'il y a plus de samples, mais c'est possible qu'il y ait une raison à ça. Donc voilà, moi je suis habitué à travailler comme ça, donc je vais rester là-dessus. Ok, donc je lance un rendu avec 32 samples. Ensuite, je me mets sur un autre slot et je lance un rendu avec 64 samples. Et je compare. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, le rendu est sensiblement pareil. On a légèrement moins de détails, mais on n'a pas non plus une grosse différence. Maintenant, si je lance un rendu pour 16 samples et 128 samples, qu'est-ce que j'ai? Déjà, si je compare 16 et 32, j'ai pas une grosse différence. J'ai un peu moins de détails, mais ça reste correct. Mais si je compare 16 et 128 samples, alors là, oui, je vois une différence entre les deux. Même si encore que la différence n'est pas non plus considérable. Par contre, entre 128 et 64 samples, j'ai quasiment pas de différence. Donc, ce que je peux conclure avec mes différents tests, c'est que déjà, ça sert à rien de monter au-delà de 64 samples. Et qu'une valeur de 32 et 16 samples peut très bien faire l'affaire. Étant donné qu'on a 160 frames à exporter, il vaut mieux garder une valeur relativement basse. Ok, une fois que tu es bon, il te reste plus qu'à faire render animation. Parfait, du coup là on se retrouve avec nos images exportées dans notre dossier. Ce qu'on fait ensuite, c'est donc créer un nouveau fichier vidéo editing. Ensuite, j'ajoute mes images. Je clique sur A pour toutes les sélectionner. Je règle ma fin d'animation à 160. Je choisis mon emplacement pour l'export. Et pour ce qui est du reste des paramètres, je les laisse par défaut. Et ensuite, je fais render animation. Et voilà, mon animation est terminée. Merci d'avoir regardé cette série de tutoriels jusqu'au bout. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'a donné envie d'en apprendre plus. J'ai essayé d'être concis et en même temps de prendre le temps de t'expliquer, mais c'est compliqué au vu du nombre d'informations qu'il y a à savoir. Si tu veux en apprendre plus sur la 3D et sur Blender, abonne-toi à cette chaîne, j'ai prévu de sortir pas mal de vidéos. J'ai également prévu de sortir une formation complète, donc sur l'utilisation de Blender. Ce que je vais faire pour cette formation, c'est que je vais créer différents modules, donc en fonction de ce qu'on a besoin de connaître pour créer un projet sur Blender, à savoir donc un module sur le texturing, un module sur la modélisation, un module sur l'éclairage, bref, quelque chose de très complet.
Donc voilà, n'hésite pas à me suivre et puis je te dis à la prochaine. Sur ce, peace. J'ai l'impression d'être dans un diamant de saphir quand y a pas de